Le continent du tout et du presque rien, c'est le 10e roman de Samy Tchak. Bonsoir. Bonsoir. Et dans ce livre, vous opérez un retour dans votre pays natal, le Togo, à travers la vie d'un ethnologue français fictif, Maurice Boyer. D'ailleurs, vous mettez dans la peau de celui-ci, dans la peau d'un blanc. C'est pas la première fois d'ailleurs. Pourquoi ce choix? Oui, c'est aussi pour éprouver, disons, cette ivresse du regard que j'ai d'abord expérimenté dans mes pérégrinations en Amérique latine, parce que j'ai quand même plutôt commencé à poser mon propre regard sur les pays latino-américains où se passent au moins 4 de mes romans. Cette fois-ci, j'ai voulu expérimenter l'idée d'un ethnologue blanc allant dans un village qui ressemble au mien. J'ai fait en quelque sorte un parcours qui ressemble au mien. Je suis de cette formation-là. Parce que quand on vient de l'étranger, pour vous, le regard est forcément biaisé en fait. Ce n'est pas seulement quand on vient de l'étranger. Ici, il s'agit quand même d'un regard qui est chargé de ce que j'ai appelé la verticalité. Si moi, je me rends dans un pays africain pour un regard, ce que j'ai fait pour ma thèse, je suis allé au Burkina Faso, je ne suis pas héritier de cette idée de peuple qui a dominé les Burkinabés. Donc mon regard peut être relativement horizontal. Je ne suis pas sûr que mon personnage, Maurice Boyer, puisse l'avoir. Il vient de France et il sait quand même que le Togo a été dominé par la France. Alors justement, on va revenir sur votre personnage. Le livre commence dans les années 70. Le jeune Maurice Boyer part faire ses recherches de thèse, notamment sur l'islamisation des thèmes, une population du Togo, dans le village de Tedi. C'est une position d'observateur privilégiée que d'être ethnologue blanc. Oui, il n'est pas seulement observateur, il est aussi celui qui configure les sociétés qu'il observe. C'est peut-être ça le grand privilège et le paradoxe de l'ethnologue. Il observe une société qu'il est en train de fabriquer lui-même aussi. Les ethnologues ont fabriqué des sociétés. Ben, c'est peut-être l'observateur de son propre élément qui va se révéler être peut-être un peu plus autonome que la fabrique de l'ethnologue. Justement, vous dites qu'il y a cette fabrique de l'ethnologue. Dans le livre, Maurice Boyer dit à son fils: l'ethnologie est fille de la colonisation, la forme élégante de notre domination intellectuelle sur les autres. Est-ce que vous remettez du coup en cause le travail de l'ethnologue, alors que vous-même, vous êtes ethnologue, sociologue, de formation? Je ne mets pas nécessairement en cause. J'ai pris une figure que j'aimais beaucoup, Georges Balandier, que j'ai connu. Je pars quand même d'une question. Est-ce qu'on peut être dans une relation, parce que parfois il parlait d'amour, d'amour avec ce qu'on domine, ce qu'on a peut-être asservi. Je me dis que malgré la bonne foi des ethnologues, ils étaient quand même au service d'une idéologie qui dominait, d'une idéologie qui asservissait. D'ailleurs, leurs fonds provenaient des colonies. Ils partaient en mission en Afrique par des fonds venus des colonies et ils étaient conscients quand même que les fonds venant des colonies étaient chargés d'histoires assez pénibles, assez douloureuses quand même. Et justement, ce sont ces rencontres avec le chef du village, de l'imam, également dans le livre, qui ont permis à Maurice Boyer de déconstruire en fait toutes ces certitudes. Oui, disons que Maurice Boyer n'a pas rencontré une population aussi malléable qu'il l'aurait peut-être souhaité. L'irruption quand même de ce imam sénégalais qui a précédé Maurice Boyer à la Sorbonne, qui a fait des études de philosophie, qui a rencontré peut-être les plus grands intellectuels avant Maurice Boyer, a beaucoup perturbé Maurice. Il arrive dans un village où il pensait rencontrer des paysans, les guillemets sont de mise, analphabètes, qui ne savent peut-être pas grand-chose du monde en dehors de leur village. Et il a en face de lui un imam qui est un produit de la Sorbonne et qui a une culture en arabe que lui ne possède pas. Il voit s'inverser la relation. L'imam devient un obstacle et peut-être le meilleur allié finalement dans ce village-là.
Alors, il y a d'ailleurs cette deuxième partie du livre où Maurice Boyer est devenu professeur, il donne des cours, il donne des conférences, et il y a toutes ces rencontres avec ses pairs dans les bistrots parisiens. Tous les spécialistes de l'Afrique y sont en quelque sorte, mais on rappelle que c'est une fiction, oui, oui, évidemment. Fiction, mais... Donc il y a autant Léopold Sédar Senghor qu'Édouard Glissant ou encore Pascal Blanchard. Oui. Il y a cette sorte de conclusion que l'Afrique plurielle est finalement insaisissable en tant que tout. Donc est-ce que ça veut dire que le panafricanisme est une utopie ? Justement, c'est une utopie. Et c'est peut-être ce qui le rend très, très beau, le panafricanisme. Les utopies ayant cette possibilité en elles-mêmes à devenir une réalité. Mais est-ce qu'elle le deviendrait? Je ne sais pas. Pourquoi l'Afrique est insaisissable? C'est tout simplement parce que nous parlons d'un continent comme, quelque part, j'allais dire, d'un petit village, d'un tout homogène. Il s'agit quand même d'un continent. Les Africains qui disent chez nous en Afrique ou bien qui travaillent sur l'Afrique sont dans la même situation que Maurice Boyer. Leur objet est peut-être un peu plus ambigu que leur intelligence. Il est plus complexe que leur capacité à comprendre. Je pense que nous sommes tous les héritiers des balandiers africains ou français dans cette erreur que l'Afrique est un objet qu'un individu ou un groupe pourrait cerner par un discours. Il s'agit de plusieurs civilisations, on peut même dire des centaines de civilisations, qui ont des spécialistes, et ces mêmes spécialistes ont du mal à cerner des portions. Et nous parlons d'un tout. C'est le seul continent d'ailleurs qui a des spécialistes aussi nombreux qui parlent de l'Afrique. Ouais, qui peut se targuer d'être un africaniste? Un africaniste, on est spécialiste de l'Afrique comme on serait spécialiste peut-être d'un petit village français. Et ça, nous sommes dans cette erreur-là, même nous les Africains. Une belle leçon d'humilité en tout cas à tous les penseurs, historiens, ethnologues, spécialistes de l'Afrique. Et surtout à tous les africanistes, africains et non africains. Tout à fait, le continent du tout et du presque rien aux éditions Lattès. Merci Samy Tchak, vous restez avec nous.